Début de la deuxième partie du roman. C'est l'heure du choix. Nicole va prendre sa décision. Elle va quitter Julien. De retour chez moi après ce trajet en train, je m'efforce d'analyser avec objectivité ce long flashback sur ma vie avec Julien. Le constat m'apparaît parfaitement clair. Je suis lasse de devoir prendre des précautions dans la plupart de nos échanges pour ménager sa susceptibilité. Je suis lasse des compromis que je m'impose trop souvent. Je suis lasse de son attitude supérieure et dédaigneuse malgré ses quelques efforts. Je suis lasse d'être sur le qui-vive en redoutant ses crises de violence. Je suis lasse de ses ambiguïtés et désormais de sa tromperie. La conclusion tombe sous le sens. Je dois impérativement quitter Julien et vivre au plus loin. Mais comment faire ? Solliciter une mutation à bonne distance de Lille ou de Valenciennes pour la rentrée prochaine ? C'est en effet la solution la plus évidente pour m'éloigner de mon compagnon. Dans la foulée, je dépose donc une demande dans ce sens auprès de l'Éducation nationale. En janvier, c'est le bon moment. Mais j'ai besoin d'un plan de secours dans l'hypothèse d'une réponse négative. Je pense alors à ces photos de Madagascar que j'avais eues en main chez ma mère. Partir là-bas ? Mais c'est évident, bien sûr. Rejoindre mon père pour l'accompagner dans ses aventures ? J'en rêvais plus jeune. Et, cerise sur le gâteau, m'expatrier aussi loin me placerait hors de portée de Julien, hors de portée du risque de me laisser influencer et de retomber dans ses filets. Reste à savoir si je pourrais y trouver un emploi, car je suis pragmatique et je tiens à mon indépendance financière. Mon père pourra me renseigner sans aucun doute. Il réside actuellement à Fionnaronsou, où il travaille pour un photographe bien connu dans la région. Je recevais régulièrement des lettres dans lesquelles il vantait la beauté de l'île Rouge et la richesse des relations qu'il entretenait là-bas. « Il y a tant à faire ici », m'écrivait-il avec enthousiasme. Quelque temps plus tard, Nicole obtient satisfaction à ses demandes, les deux, et elle en choisit une, un poste au lycée français d'Antananarive, la capitale malgache. Elle nous raconte ses premiers pas dans la ville. Antananarivo, Tananarive, Tana, un choc. Tel est mon premier ressenti lors de mes premiers pas dans la capitale malagasy. Tant de personnes qui vivent dans les rues, tant de femmes avec des bébés dans les bras, tant de gens qui semblent n'avoir que la mendicité pour tout recours. Mais comment est-ce possible ? Où que j'aille à pied, moi, l'Européenne blanche, la Vasa comme on nous nomme ici, je suis constamment interpellée. Donner quelques sous à quelqu'un se conclut par l'apparition d'une petite foule qui s'agglutine pour quémander. La faim se lit sur tous les visages. Je me sens horrifiée. Comment vivre dans cette ville sans apporter une quelconque aide ? Pourtant, les nombreux Européens croisés dans les rues semblent vaquer à leurs occupations sans un regard pour ces gens, comme s'ils étaient invisibles. C'est difficile à admettre. Mon père m'explique qu'à Madagascar, la population ne reçoit aucune aide de l'État. Il existe bien des associations humanitaires, cependant leur nombre est insuffisant et leur financement aléatoire. La pauvreté est présente partout dans le pays, mais elle est particulièrement marquante à Tana, où les habitants peinent à survenir à leurs besoins, alors que dans les campagnes, ils ne connaissent pas la famine. Dans la plupart des régions, les terres sont assez fertiles, la mer très poissonneuse et surtout la solidarité prévaut.